Bienvenue, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h sur Sud Radio, dans Les Vraies Voix Citoyennes, avec nos deux co-présidents. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Stéphane Pellet. Bonsoir, c'est moi, oui. Vous avez mis un temps de réaction un peu Yves Mourouzesque. Et oui, parce que je le cache pas mon émotion, je vois à l'écran, bon, au-delà de Anne Carcenti aussi, mais surtout Bernard Dimon. Ça y est, je vous casse tous vos effets. Ah bah vous faites... Parce que on s'est connus il y a, je crois que c'était au XXe siècle. Ah oui, donc ça fait plus de 25 ans, ça fait longtemps. Voilà. Et vous vous êtes reconnus là. Exactement. Voilà. Ah. Là, je pensais que tu allais chanter une chanson, Philippe, très mauvais. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, c'était celle-là. Non, on s'est reconnus. Ah oui, oh là, Bah, oui, quand ça même. c'est encore plus ancien ça. Mais nous n'étions pas nés quand cette chanson est sortie, je crois. Émission culturelle. Vous, non, moi... On le dira Il n'y a pas. pas la ligne droite de Longchamp. Alors, au menu de ces vraies voix, on va parler culture, mais quelle est l'actualité des vraies voix citoyennes? Bien sûr, on va parler culture, une spéciale culture. Il y a une actualité culture, mais quelles sont toutes les dernières nouvelles du G500? Alors, je vais laisser Stéphane expliquer les dernières nouvelles et moi, je dirais un petit mot sur la culture. D'accord, parce que ça va se passer à Toulon. Exactement. Exactement, Stéphane. Alors vous savez qu'il y a plein de rendez-vous à venir, mais les premières étapes du sommet citoyen se sont déroulées plutôt avec succès. Vous vous souvenez, la santé, je vais y revenir dans une seconde, mais la justice, le handicap, c'était Lille, Nice, c'était Lille, Nice, Paris, Toulon. Ça sera Toulon samedi 29 mars, sur les questions culturelles notamment, justement. Mais c'était surtout pour vous dire que le gros travail, si vous vous souvenez qu'on avait fait sur la santé en promettant d'écrire un projet de loi d'orientation et de programmation, ce travail est effectif puisque ce matin, Aurélie Gros, moi-même et puis le collectif Santé en danger, nous remettions au ministre de la Santé ce gros pavé, 95 articles de loi, 150 pages, travaillés par toutes les forces vives du secteur de la santé, qui ont remis directement au gouvernement un projet de loi. C'est la première fois que de la société sort directement un projet de loi. On verra bien sûr ce qu'il sera fait par les décideurs, mais enfin voilà, c'était une démarche unique et on va aller voir l'ARS, on va aller voir toutes les parties prenantes, les députés, les sénateurs, le Premier ministre. Voilà, ça s'engage, le président des CPTS. Je pense que voilà, c'est une démarche unique et il faut faire bouger les lignes. Et au sommaire ce soir, vous vouliez dire un mot sur Toulon? Oui, sur la culture, parce qu'en fait, sur Toulon, Toulon, on peut évidemment s'inscrire sur le sommet sur Idéal Citoyen, idéal-citoyen avec un S.fr. Nous allons du 6. Du 6. Nous allons au théâtre Liberté, théâtre de Charles Berling, qui est un de nos ambassadeurs qu'on salue d'ailleurs ce soir et qui est très investi sur ce débat, retrouver l'exception culturelle. Mais j'aimerais vraiment dire que ce soir on a la chance d'avoir deux personnalités complètement différentes, mais qui font vivre nos territoires et que actuellement c'est difficile pour la culture depuis un certain temps. C'est difficile et il faudrait arrêter d'opposer la culture élitiste et la culture populaire et aussi préserver les budgets parce que ces associations, c'est ce qui permet d'avoir de la culture pour tous et partout et peut-être aussi de changer le cœur des gens. Absolument. C'est de la médecine du cœur. Alors au sommaire ce soir, plus de 20 ans d'action culturelle de proximité. C'est l'histoire de l'association Le Cercle de Boulouris que nous présente Bernard Dimon en visio depuis le sud de la France. À Boulouris, sur la côte méditerranéenne, cette association forte de plusieurs centaines de bénévoles fait vivre la mémoire locale, anime des conférences, des expos et crée un lien générationnel à travers une culture enracinée et vivante. Une vraie démonstration de ce que peut une association quand elle s'inscrit dans la durée. Plus de 2000 lieux intermédiaires en France, c'est ce que nous rappelle Anna Carcenti, que nous recevons en studio ce soir. Bonsoir. Administratrice de ces lieux hors normes, souvent autogérés, précaires, mais d'une richesse artistique et citoyenne incroyable. Ces lieux sont des laboratoires de pratiques artistiques, mais aussi d'engagement démocratique, souvent en marge des circuits institutionnels. Deux visions, deux réalités, une même question au cœur de cette étape culture. Comment donner à la culture les moyens d'émanciper, de relier et de transformer? Les vraies voix Sud Radio. Et on commence avec vous, Aurélie ou Stéphane, pour allez, honneur aux hommes. Je vais poser la première question, et puis ou bien à Anna Carcenti, mais d'abord à Bernard Dimon. Vous portez, Bernard, depuis donc plus de 20 ans, en tous les cas, l'équipe du Cercle de Boulouris
une action culturelle de proximité, mais vous pouvez nous raconter quelle est l'histoire de ce cercle, d'où c'est venu. Moi, j'ai un souvenir ancien, c'était le cercle des poètes disparus, mais ça rappelle le titre d'un film. Quelque chose qui avait trait à la création et à la culture. Alors comment on pense et on réfléchit collectivement l'accès à la culture, à la création à Boulouris et autour? Bonsoir Bernard. Bonsoir Aurélie, bonsoir Stéphane. On a eu le plaisir de se croiser à de nombreuses occasions dans nos vies antérieures. Désormais installé à Saint-Raphaël, puisque le cercle de Boulouris est un quartier de Saint-Raphaël. J'ai le plaisir de présider cette association depuis maintenant 5 ans. Association qui vient de fêter ses 45 ans. Oula, donc oui. Ça fait 45 ans que le cercle de Boulouris existe. Il a connu, on va dire, des hauts et des bas, mais en ce moment, il connaît plutôt des hauts, puisque nous avions quelques 900 adhérents avant la crise Covid. Impressionnant. Voilà, nous sommes descendus, comme à peu près toutes les associations, après le Covid, à 700 ou 750 adhérents. Et depuis 3 ans, on a une remontée assez spectaculaire, puisque nous avons accueilli il y a quelques jours le 1400e adhérent. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a doublé nos effectifs dans l'association. Et évidemment, il a fallu s'adapter pour répondre à la demande. Alors pour samedi, venez pas à plus de 200, hein, Bernard. Non. Cette association, elle s'adresse essentiellement aux personnes retraitées de Saint-Raphaël, ville de villégiature pour les retraités, Saint-Raphaël, particulièrement quand même agréable à vivre. En termes de climat, il y a pire, on est bien d'accord. Il y a pire. Les retraités de Saint-Raphaël, mais également des communes avoisinantes, puisque nous n'avons pas de limite géographique, même si pour des raisons pratiques, c'est essentiellement des habitants de Saint-Raphaël qui nous rejoignent. Anna Carsanti vous accompagne. Allez-y. Oh ben, on va revenir à Bernard. On va revenir à Saint-Raphaël. Oui, je pense que déjà poser, parce que ça fixe bien les choses, mais poser à Anna Carsanti, voilà, déjà pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'un lieu intermédiaire? Parce que c'est bien de faire connaître. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ces espaces peuvent-ils dialoguer avec les institutions, notamment? Oui, tout à fait. Alors, elle dialogue quotidiennement avec les institutions. C'est simplement une différence d'appellation. Les lieux institutionnels, donc c'est-à-dire labellisés, reçoivent des labels distribués par l'État et donc ont des conventionnements plus larges avec du coup plus de financement, mais aussi un peu plus de contrôle des financeurs, justement, par exemple comme la nomination de la direction, qui est plus de la décision de l'État, par exemple. Et ensuite, on a les squats, donc là qui sont hors tout cadre légal. Et entre les deux, on a les lieux intermédiaires qui ont des financements des collectivités territoriales et du ministère de la Culture, mais moins, et donc moins conventionnés, c'est-à-dire avec des financements qui sont annuels et non pluriannuels, comme les lieux par exemple labellisés, et qui sont du coup plus précarisés en fait de ce point de vue-là. Et vous y accueillez en 2 mots qui dans ces lieux? Puisque finalement ça c'est des aspects très techniques, mais qu'est-ce qui s'y passe? D'abord, c'est quoi un lieu intermédiaire? Entre quoi et quoi? Alors un lieu intermédiaire, ils ont été aussi pensés, donc il y a une différence, et d'ailleurs là une espèce de petite friction entre qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu et un lieu intermédiaire. Mais c'était l'idée, en tout cas dans ces lieux intermédiaires, de faire des lieux démocratiques de vivre ensemble et de vivre en commun. C'est-à-dire qu'il y a à la fois c'est porté pour la plupart, mais pas tous. Parfois, il y a des directions et parfois c'est porté par des directions collégiales, mais qu'on n'appelle pas direction, c'est simplement des collectifs avec une gouvernance plus horizontale. Et on va porter des événements culturels, de la programmation, des résidences artistiques et aussi des initiatives citoyennes en recevant par exemple des associations, que ça soit écologiques, culturelles, militantes sur le droit au logement. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des espaces plus de localité en fait, de refaire venir un peu, surtout dans les grands espaces comme Paris, de refaire venir un peu une vie de quartier
Et c'est l'idée de ces endroits, qui sont souvent à prix libre. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix citoyennes, jusqu'à 20h. On se retrouve dans quelques instants avec bien évidemment Aurélie Gros et Stéphane Pellet et nos invités du soir, Arnaud Carcentier et Bernard Dimon, pour parler culture. En attendant, c'est le 29 mars prochain à Toulon. L'étape, on va l'appeler culture du G500 citoyen. L'étape culture du G500 citoyen. On peut encore s'inscrire, à part si Bernard Dimon nous remplit toute la salle ce soir, mais on peut encore s'inscrire sur www.idéal-du6 citoyen avec un s.fr. Surtout que Saint-Raphaël, c'est le régional de l'étape avec Toulon. On peut pas dire le contraire. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Comme tous les lundis soirs de 19h à 20h, les vraies voix citoyennes avec les deux coprésidents du G500 citoyen, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et spéciale culture ce soir, puisque le 29 mars se tiendra à Toulon, donc c'est samedi, au Théâtre Liberté, le théâtre d'un très grand comédien, vous pouvez rappeler son nom ? Charles Berling, qui est ambassadeur du sommet citoyen. Absolument, ce sera la journée culture. Vous voulez ? Non, c'est moi qui voulais. Ah, pardon, alors, donc arrêtez, pour une fois, dans cette émission. Non, je voulais poser la question à Bernard. Peut-être qu'on représente Bernard Dimon, donc président du Cercle de Boulouris, une association dont il nous disait qu'elle a été créée il y a 45 ans maintenant, qu'il préside depuis 5 ans et qui, je crois, atteint un très très beau chiffre, 1400 membres bénévoles. Je me suis inscrite hier, c'est pour ça que... Ça fait 1401 alors. Oui, et demandez concrètement, qu'est-ce que vous proposez à ces 1400 adhérents, comme type d'animation, proposition artistique, Bernard? Alors nos adhérents, ils viennent dans cette association d'abord pour du lien social. C'est sûrement sa première mission. Ils viennent pour des activités sportives, pour des voyages, des sorties, des choses comme ça. Bien évidemment, tout ça fait partie de l'association. Mais ce sur quoi, avec mes collègues du conseil d'administration, nous avons beaucoup œuvré ces dernières années, c'est sur l'offre culturelle du Cercle de Boulouris. Nous avons tout d'abord commencé par signer un partenariat avec le théâtre Le Forum, qui est un théâtre géré par l'agglomération et qui a une programmation culturelle extrêmement riche, avec un directeur et une directrice artistique qui font un travail absolument formidable. Mais je trouvais que les adhérents du cercle ne fréquentaient pas suffisamment ce très bel équipement. Et donc nous avons signé un partenariat avec le théâtre qui fait que désormais nos adhérents, sans avoir besoin de prendre une adhésion au théâtre pour bénéficier de tarifs réduits, peuvent directement, parce qu'ils sont membres de l'association, bénéficier d'un tarif réduit, ce qui fait que désormais, à chaque spectacle du théâtre du Forum, de très nombreux adhérents viennent à ces spectacles. Et vous pensez, Bernard, que s'ils ne fréquentaient pas ces lieux, c'est parce que la culture est vue plutôt perçue comme un luxe, parce qu'ils osent pas rentrer dans ces lieux-là. Comment vous analysez le fait que des personnes d'un certain âge ne veuillent pas naturellement par eux-mêmes, ou parce qu'ils se sentent seuls, tout simplement? Je n'ai pas identifié les raisons, mais le fait était là. Il venait peu, peut-être le connaissait-il insuffisamment, peut-être n'osait-il pas. Là, le fait de savoir que on va rencontrer des amis à chacun des spectacles, le fait d'en parler ensemble, nous organisons tous les ans avec le théâtre une soirée spéciale de présentation de la saison culturelle. Et l'année dernière, c'est plus de 200 adhérents qui sont venus à cette présentation de la saison culturelle. On a pu parler avec la direction artistique de l'offre qui était pour cette saison, et ça fait venir beaucoup de monde. Nous avons, par ce biais-là, on l'a identifié cette année, c'est la première fois qu'on a le chiffre, c'est plus de 1400 billets qui sont vendus par l'intermédiaire de l'association. C'est beau.
et qui permet à nos adhérents de bénéficier de tarifs attractifs. Et ils viennent nombreux maintenant à ces spectacles, et je trouve que c'est une très belle initiative que nous avons réussi là et que évidemment nous allons continuer. Stéphane Pellet. On va revenir à vous, Bernard, et à cette très très belle association, notamment pour savoir d'une certaine manière si c'est l'association qui est à l'origine finalement de l'engouement pour les spectacles ou si ça reste la création. Et justement, vous, ça vous fait rêver, Anna, de voir autant de monde venir voir les productions, en général dans un lieu intermédiaire comme ceux que vous gérez ou qui sont labellisés. Comme vous nous l'avez dit, c'est un public de quartier ou c'est un public qui vient de plus loin ? Non, il y a les deux. À la fois un public de quartier, ça dépend en fait de la programmation, et à la fois un public plus élargi. Après, la question du public, c'est toujours la grande question de la culture, c'est comment on fait venir des gens dans nos lieux, et pas toujours les mêmes. Et c'est après la notion de la culture élitiste, la question populaire, qui se sent légitime aussi de rentrer dans un lieu. Et c'est tout l'objectif aussi des lieux intermédiaires, en fait, de réfléchir à comment on peut désinstitutionnaliser le lieu, en fait, en faire plus un lieu d'usage pour les citoyens. Donc ça va passer aussi par même la forme esthétique en fait des lieux qui sont moins imposants, mais la question se retrouve aussi dans les lieux intermédiaires, c'est comment on fait venir du public à nous. Mais une des idées, c'est justement par l'accueil d'associations, mais oui, c'est toujours un objectif et un enjeu central. Alors finalement, le rêve d'Anna Carsanti, Bernard Dimon, c'est qu'elle ait une association comme la vôtre juste à côté. Ça serait génial. Faut déménager à Saint-Raphaël alors. Je reviens un peu à cette question sous-jacente, qu'est-ce qui fait le succès? C'est que les créateurs sont à l'écoute du public, ou alors c'est que vous arrivez à susciter l'intérêt des adhérents? C'est sûrement parce qu'on a une offre qui est très diversifiée. Notre association a la chance d'avoir 4 troupes de spectacles vivants. Elle a 2 troupes de théâtre qui créent tous les ans un spectacle qui est proposé aux habitants de Saint-Raphaël, pas exclusivement aux adhérents de l'association, même si ceux-ci sont relativement nombreux à y participer. Et puis on a également 2 autres troupes de spectacles vivants qui créent eux aussi chaque année un spectacle, une troupe de variété et une troupe autour du le Magique Cabaret qui allie et cabaret et magie. Donc tous les ans un nouveau spectacle, et c'est 1500 à 2000 personnes qui viennent assister à ces spectacles de nos 4 troupes. Voilà, c'est une formidable offre qui vient compléter déjà une offre riche sur Saint-Raphaël et son agglomération. Mais je trouve que c'est bien que des associations... D'ailleurs, vous parliez culture populaire. Des amateurs, c'est une des théories, ça, des gens de spectacle. C'est en pratiquant, souvent, on a envie. C'est d'ailleurs une des choses qu'on raconte avec l'éducation artistique à l'école. C'est que quand on commence à pratiquer un instrument, faire du théâtre, en fait, on a envie d'aller le voir, d'aller au théâtre, d'aller dans les musées. Je pense que c'est une notion très intéressante. Oui, et à voir comment le mettre aussi en place, parce que aujourd'hui il y a des financements qui financent l'éducation artistique et culturelle, mais on se rend compte en fait des manquements de ces financements-là, puisqu'en fait c'est des projets qui sont jamais pérennes, et en fait la question de la politique culturelle, je trouve, est assez malmenée justement sur ce qui est l'éducation populaire depuis la jeune enfance en fait, et qu'il faudrait vraiment transformer pour que l'éducation artistique devienne vraiment populaire et accessible à tous. Donc pour vous, c'est une question aussi pour les collectivités territoriales? Ah, tout à fait. Moi, je pense que l'État est un soutien à la culture, mais ne doit pas non plus être un carcan comme il est aujourd'hui. Là, il est vraiment dans le contrôle en fait des lieux. Voilà. Alors voilà, le débat de Toulon est lancé. Et le débat va reprendre dans quelques instants parce qu'il faut faire une pause publicitaire. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix citoyennes. La culture, ça rapporte. Quand je vois toutes les pubs là qu'on entend depuis tout à l'heure, ça rapporte. Avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, Anna Carsanti et Bernard Dimon. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Retour des vraies voix citoyennes avec une spéciale culture en attendant vendredi à Toulon. Il y aura l'étape culture du G500 citoyen. Nous sommes bien évidemment avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet et Anna Carsanti, administratrice de lieux intermédiaires, et Bernard Dimon, président de l'association Le Cercle de Boulouris. Si je ne m'abuse,
l'étape du G500 citoyen à Toulon, et pour le thème, c'est retrouver l'exception culturelle française. Est-ce que du point de vue associatif, cette notion a encore un sens aujourd'hui, ou faut-il la réinventer, Bernard Dimon? Oh, c'est une question bien. Projet de philo, vous avez 4 heures. Donc, on rentre à l'antenne à 23h30. C'est pour ça qu'on lui laisse jamais poser des questions à Phil, David. Non, moi je suis beaucoup plus pragmatique que cela. Nous faisons des choses simples, des choses abordables, des choses que nos adhérents aiment. Et ça ne nous empêche pas d'être exigeants en même temps. On l'est à travers notamment 2 initiatives qu'on a prises ces dernières années dans le domaine de la culture et du théâtre, dont nous sommes assez fiers, je dois le reconnaître. D'abord, c'est une sortie annuelle au Festival d'Avignon. Tous les ans, on amène 50 adhérents de notre association sur une journée à Avignon pour aller voir 3 spectacles que nous choisissons avec la direction artistique du théâtre du Forum. Et ça, c'est un formidable moyen d'amener les gens à la culture, au spectacle vivant, aller à Avignon dans une ambiance quand même assez exceptionnelle. Et donc cette belle initiative, nous la renouvellerons évidemment cette année. Mais c'est pas la plus innovante. Beaucoup le font, beaucoup vont à Avignon. Ce que nous avons créé il y a 2 ans, c'est un festival de théâtre amateur. Et ça, c'est quand même là aussi assez exceptionnel. Nous avons pu le faire évidemment avec le soutien de la ville de Saint-Raphaël qui nous accompagne beaucoup dans toutes nos actions, notamment dans l'action culturelle. Et ce festival de théâtre amateur qui a lieu maintenant tous les ans au mois de janvier de chaque année nous permet d'accueillir 5 troupes de théâtre de la région, même si cette année on avait une troupe qui venait de Toulouse et une autre qui venait de Lausanne, pour proposer des spectacles dans une salle de Saint-Raphaël. Et nous avons à peu près à chaque fois, nous sommes dans des petites salles, mais à peu près une centaine de personnes à chaque représentation sur un week-end, 5 représentations, 500 spectateurs. C'est une belle réussite pour un budget qui reste modeste. On doit être à 14 ou 15 000 euros de budget, oui. Mais nous arrivons, avec l'aide de la ville évidemment, à équilibrer tout cela. Et c'est une très belle initiative dont nous sommes assez fiers. Et ben vous voyez, on a Bernard Dimon qui est le pragmatique, qui regarde la qualité, mais qui est aussi dans la culture populaire, puisque troupe amateur, cabaret, variété, et on a les Anna Carsanti, les lieux intermédiaires qui sont souvent considérés comme des lieux élitistes. Et justement, dans retrouver l'exception culturelle, Anna Carsanti, qu'est-ce que vous attendez, mais croyez-vous pas que c'est une des questions, cette guerre absolue entre culture élitiste et culture populaire? Alors, je sais pas si les lieux intermédiaires sont considérés comme des lieux élitistes. Au contraire, je pense que c'est les lieux quand même institutionnels qui sont de l'extérieur. Davantage... Perçu comme, pardon. D'accord. Perçu, pas considéré, oui, pardon. Et l'exception culturelle, c'est un vaste sujet, mais a été créé quand même dans un sens de protection justement du libéralisme pour protéger la culture du secteur marchand. Après, qui a été quand même assez critiqué aussi dès sa création, parce qu'effectivement, il y avait quand même un interventionnisme d'État qui s'est opéré et avec une culture qui s'est quand même beaucoup institutionnalisée. Mais ça reste une question très importante puisque ça a permis du coup la subvention des associations et une certaine liberté avec la création aussi de maisons d'éducation populaire, etc. Et là, on arrive au sujet aujourd'hui avec la mise à mal du service public de manière générale, où en fait ce n'est plus finalement la liberté culturelle ou en tout cas les initiatives citoyennes et culturelles qui sont portées et qui sont censées être portées en fait par l'État
l'État et par cette politique culturelle, mais on assiste aujourd'hui à une volonté de contrôle de la culture par le remplacement, par exemple, des subventions de fonctionnement qui sont censées répondre à des besoins structurels de l'ordre de l'emploi, des fluides, par exemple, de l'entretien d'un bâtiment, à aujourd'hui des appels d'offres et de la commande publique, et en fait où le secteur marchand s'insère de plus en plus dans le milieu culturel. Et d'ailleurs on le voit, c'est justement la question que nous, lieux intermédiaires, on porte par rapport aux tiers-lieux. Par exemple, comme on a aujourd'hui des entreprises culturelles comme Signé-Oco qui en fait ouvrent un tas de lieux culturels en France, par exemple la Cité Fertile, sauf que derrière ces lieux, qu'est-ce qui se passe? On a des financeurs en fait privés comme BNP Paribas par exemple, qui financent quand même des projets écocidaires, et la Cité Fertile qui a, et c'est sans rancune puisqu'ils font du très bon travail aussi, notamment sur les questions écologiques, mais qui mettent à l'honneur des événements écologiques. Et donc en fait, c'est aussi toute la complexité aujourd'hui de comment on porte encore des idées d'intérêt général dans un fonctionnement où on est obligé, et les lieux sont obligés de se privatiser. Et ça pose une autre question. Comment conserver sa liberté en tant que lieu culturel? Et donc il y a toute une démarche, et notamment de nous, lieux intermédiaires, où la privatisation revient à un enjeu finalement de liberté avec la création de foncières alternatives, etc. Mais justement, quand on a ce débat-là, on peut peut-être aussi demander à Bernard Dimon, vous, on voit quelles seraient, Anna, vos demandes. C'est d'une certaine manière une protection, mais aussi une forme de liberté plus grande, et non pas une protection contre un encadrement. Et Bernard, vous n'avez pas de problème, en fait. Vous avez même plus besoin de ministre de la Culture. C'est vous le ministre de la Culture à Boulouris, non? Enfin, à Saint-Raphaël, pardon. Qu'est-ce que vous attendriez des pouvoirs publics? Ce que nous obtenons de la ville de Saint-Raphaël, c'est-à-dire un soutien, une aide bienveillante, sans immixtion dans nos choix. Et je crois que ça, c'est une bonne pratique. En tout cas, nous ici, nous l'apprécions dans ce que nous faisons. Donc vous rejoignez de ce point de vue-là, c'est-à-dire voilà, c'est la puissance publique n'est pas obligée de contrôler. Et puis d'ailleurs, c'est le statut associatif qui est intéressant. C'est parce que normalement, il y a une indépendance. Le président d'une association, il n'est pas sous la houlette d'un élu quelconque. C'est ça. Ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'on voit quand même de plus en plus, sous couvert de sécurité, donc c'est le nouveau grand mot, j'ai l'impression, politique, alors qu'avant j'ai l'impression que la politique était quand même créée pour conserver la liberté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où on voit un interventionnisme idéologique de l'État qui se fait de plus en plus sur les manifestations, par exemple. Certaines manifestations sont annulées, ou les titres sont modifiés, sous couvert de troubles à l'ordre public, et ça c'est des choses qu'on ne voyait pas encore il y a quelques années. Et vous avez vu vos financements baisser ces dernières années? Alors nos financements qui baissent, où on dépend d'appels à projets, et donc c'est le pullulement d'appels à projets, avec toujours moins d'aide de l'emploi. D'ailleurs là, le fonds PEPS, qui est quand même l'aide à l'emploi. C'est quoi le fonds PEPS? Parce que les auditeurs le savent pas. Tout à fait, c'est une aide à l'emploi qui permet aujourd'hui pour les associations de financer la création de postes, et qui est déterminante vraiment pour le financement des emplois, qui a été reconduit pour 2025, mais il y a une incertitude ensuite sur les autres années, et ce serait périlleux pour les lieux. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix citoyennes. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière étape de ce débat sur la culture. En attendant, samedi à Toulon. Tout à fait, samedi à Toulon, au Théâtre Liberté, le théâtre de Charles Berling, notre ambassadeur. Et on peut encore s'inscrire, parce que là ça monte, Bernard n'arrête pas d'inscrire des gens, mais pour le coup, c'est sur www.ideal-du6 citoyen avec un S.fr. Eh bien on se retrouve tout de suite. Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, spécial culture à 5 jours de l'étape culture qui se tiendra à Toulon, Stéphane Pellet. Et oui, donc on a choisi ce magnifique théâtre Liberté Château-Vallon Toulon, et ce grand directeur, donc Charles Berling, qui est à la fois comédien de théâtre et de cinéma. Château-Vallon, ça rappelle une série télévisée. Franchement, non, mais chacun, comment elle s'appelait? Chantal Nobel. Voilà, bravo. Bah écoutez, voilà. Avec le regretté Herbert Léonard qui chantait la chanson Puissance et gloire. Alors c'est pas du tout ce Château-Vallon-là, donc c'est un théâtre qui est connu pour avoir été une forme de théâtre aussi de résistance, à un moment où quand même
Toulon était géré de manière un peu à la trique, on va dire, pour pas aller beaucoup plus loin. C'est 15 intervenants qui seront là pour évoquer donc justement cette notion d'exception culturelle. Parmi eux, on retrouvera d'ailleurs Bernard Dimon, Anna Karsanti, des comédiens, des gens de cinéma, le directeur aussi national des opéras de France, qui vont parler de cette fameuse exception culturelle, spécialité française, mais est-ce qu'elle est encore utile? Comment on peut faire pour y revenir sans justement, comme ça a été dit, transposer le financement sous des formes trop d'encadrement trop fortes, de carcan? Il y aura donc cette table ronde et puis une très très belle lecture par Bérangère Varluzel, donc une comédienne de cette troupe attachée à Charles Berling. Et puis surtout, on fera une dernière chose, on finira par un débat après le spectacle autour de cette boîte à clichés. Il y a un certain nombre de clichés qu'on sortira et on va peut-être s'amuser là dans cette dernière partie autour de ça. Bernard, le cliché, c'est donc, ça a été dit tout à l'heure par Aurélie Gros, la culture est un luxe, mais vous faites comment pour que les gens puissent, quel que soit finalement leur revenu, participer à toutes ces activités, aller à Avignon, pourquoi pas, au festival? Comment vous faites? C'est quoi le secret? Le secret, c'est le bénévolat. Parce voilà. Que nous organisons beaucoup d'activités, mais nous n'avons aucune masse salariale, puisque ce ne sont que des bénévoles qui encadrent ces activités. Ce qui nous permet d'avoir des offres et des tarifs extrêmement serrés, réduits au maximum, parce que même si Saint-Raphaël est une ville plutôt aisée, c'est plutôt des cadres, voire des cadres supérieurs pour l'essentiel, mais dans l'association comme dans la ville, il n'y a pas que ces personnes-là. Il y a aussi des personnes plus modestes. Nous avons des amis qui ont des retraites très modestes et qui ne peuvent pas tous les jours se payer des sorties à des spectacles avec des frais de déplacement. Donc nous essayons de mutualiser les coûts pour faire en sorte que le plus grand nombre de nos adhérents puissent y assister. Nous organisons très régulièrement des sorties dans les salles de spectacle des environs, à Toulon, à Nice, à Aix-en-Provence. Nous organisons, nous proposons des sorties en liaison avec 2 associations culturelles autour du jazz, voilà, qui nous permet d'offrir d'avoir une offre culturelle à des prix raisonnables, les plus serrés possibles, et une forme de solidarité, sans exception. La culture pour tous, bravo. Ouais, mais et solidaire. Et Anna Karsanti, alors quelque part pour rebondir sur les propos et sur de Stéphane Pelé et notamment sur le programme qui nous attend samedi à Toulon, comment peut-on réaffirmer la culture en tant que nécessité démocratique et non pas comme un luxe, comme le disait Stéphane? L'idée, ce serait de réinjecter peut-être du budget, ça pourrait être pas mal, de justement remettre à l'honneur les subventions de fonctionnement et plus des appels à projets, et aussi écouter ce qui se passe en fait du côté des initiatives culturelles et notamment dans les lieux intermédiaires où il y a vraiment en fait le monde de demain que personne n'a envie, enfin en tout cas pas les gouvernements n'ont envie d'écouter, mais où en fait un autre monde est possible avec justement des expérimentations et qui fonctionnent très bien comme le mode de gouvernance partagée et horizontale, des foncières qui se montent comme par exemple l'Antidote. Je pense aux clips qui sont de la propriété d'usage et qui réfléchissent justement à comment recréer plus de collectifs. Voilà. Expliquez d'ailleurs, les foncières, c'est une forme de propriété collective. Hein, alors oui, mais c'est encore plus complexe que ça parce que c'est pas vraiment la propriété, c'est de la simplifié pour c'est de la propriété d'usage en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire, mais simplement que c'est des fonds de dotation en fait qui sont montés
et où chacun donne de l'argent comme un espèce de lancement de financement partagé. Par exemple, il y a La Clé aujourd'hui qui s'est racheté. Je sais pas si vous connaissez, c'est un cinéma, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, indépendant, et qui a fait cette levée de fonds, qui a monté ce fonds de dotation et qui aujourd'hui en fait une propriété d'usage et qui se fixe aussi sur un vide juridique. Mais vous trouvez pas, d'ailleurs Bernard et Anna, qu'il y a un lien entre tout ce que vous dites, c'est que quand même, finalement, c'est les citoyens qui s'organisent. Alors d'un côté, des bénévoles pour permettre à ce que ça soit ouvert à tous, de l'autre côté, des foncières, des formes collectives, mais où finalement chacun apporte son argent, et où on est de moins en moins vers un encadrement institutionnel. Parce que moi, j'ai bien compris, Anna, que les gouvernements, vous aimez ça, mais moyen. Hein non, mais moi je trouve ça très bien, le service public. Au contraire, je pense qu'il faut qu'il soit là. Après, ça dépend de son niveau d'interventionnisme idéologique surtout. Bernard, est-ce que quand vous êtes sur la Côte d'Azur avec cette offre très très forte aussi culturelle, beaucoup de peintres se sont investis et ont fait progresser, on va dire, leur art dans des beaux coins près de chez vous. Est-ce que vous pensez pas quand même que c'est une situation aussi peut-être privilégiée, cette belle Côte d'Azur où finalement il y a tout pour être heureux? Il y a des médecins, il y a de la culture. Des médecins, il en manque aussi. Il y a des déserts médicaux partout, peut-être moins qu'ailleurs, il faut le reconnaître. Mais pas culturel. Non, il y a une belle offre sur la région, mais ce n'est pas parce qu'on est dans le sud. Je crois pas. Je suis sûr que ailleurs, les mêmes initiatives peuvent exister, que ce soit en Bretagne, dans le Nord, en région parisienne où j'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle. Mais quand on s'appuie sur le tissu associatif, qui est absolument fondamental. Et heureusement qu'il y a les bénévoles, parce que sinon, tout ça ne fonctionnerait pas, ou en tout cas ne fonctionnerait pas aussi bien. Je ne dis pas par là que l'offre publique est négligeable, bien au contraire, elle est absolument essentielle. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les collectivités locales et je sais combien l'action culturelle des collectivités territoriales ou départementales est absolument essentielle. Mais au niveau local, dans les associations, on peut trouver aussi de formidables ressources. Magnifique conclusion, mais vous allez vous retrouver au débat donc samedi. Et peut-être un tout petit mot d'Anna Carsanti à Toulon. Le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, de dire qu'il y a le mouvement Culture en lutte aujourd'hui et que je pense que c'est important de le soutenir et que les enjeux vont se passer sur le champ démocratique et culturel et qui sont portés aujourd'hui justement dans les lieux intermédiaires et culturels en général. Donc Culture en lutte, on trouve ça sur Internet ? Sur Internet, il y a plein de manifestations, des assemblées générales, pour justement contre les coupes budgétaires. Eh ben, rendez-vous à Toulon. Merci à vous. Rendez-vous à Toulon, donc, au théâtre de Charles Berling. C'est samedi prochain. Et on s'inscrit sur www.idéal-du6citoyen avec un s.fr. Merci à vous quatre. Merci Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Merci Bernard Dimon et Anna Carsanti. Et maintenant, c'est l'heure du rugby. Bonsoir François Trio. Bonsoir Philippe, bonsoir. Après une journée de top 14, rendez-vous à Toulon au théâtre parce que l'RCT jouera à l'extérieur en plus. Oui, parce qu'ils ont joué contre Perpignan à domicile hier soir, absolument. Tout coïncide. Et ça a été une belle journée de top 14 pour les clubs parisiens, qui étaient au fond du sac et qui ont tous les deux gagné.